pas à nous rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir Henri Lovenbroek, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi, suite à l'apparition de son nouveau roman intitulé Sérum, chez J'ai lu. Alors, il s'agit d'un roman-série, alors un roman étonnant. C'est vrai que quand un livre sort, souvent on vous dit tous « Ah, c'est un livre étonnant, c'est un livre pas comme les autres », mais celui-là, Henri Lovenbroek, c'est pas un livre comme les autres, puisque c'est un roman-série. Alors, c'est quoi un roman-série, Henri Lovenbroek ? Un roman-série, c'est un pont entre les origines de la littérature populaire, c'est-à-dire le roman feuilleton, et l'avenir de la télévision, c'est-à-dire les séries modernes qu'on peut avoir aujourd'hui à la télévision. On a voulu... on est parti de deux constatations avec Fabrice Mazat, parce que je ne l'ai pas écrit tout seul, ce roman, je l'ai écrit avec un ami de longue date. Ça fait plus de 26 ans qu'on est amis avec Fabrice. La première constatation, c'est que le contexte économique actuel fait qu'un roman à 20 ou 22 euros, c'est pas évident pour tout le monde. Je vois de plus en plus de gens dans les salons du livre ou dans les séances de dédicaces qui viennent me dire eh ben, on a un peu du mal à payer un livre 20 euros, il y a d'autres priorités, etc. Donc l'envie de faire des livres beaucoup moins chers. On était donc parti sur l'idée de faire des livres à moins de 10 euros. Paris réussi, 6 euros. Paris plus que réussi, parce que j'ai lu, l'éditeur a même été beaucoup plus loin. Ils sont descendus à 6 euros, donc je les remercie, parce que c'est un gros pari qu'ils font, et puis c'est pas évident. Et la deuxième constatation, c'était que on trouvait l'un comme l'autre qu'il y avait eu beaucoup plus d'innovation ces dernières années dans la télévision, en tout cas dans la fiction télé, principalement, malheureusement, outre-Atlantique, que peut-être en littérature ou au cinéma. Ces dernières années, on a été beaucoup plus étonnés par certaines séries télé, Fabrice et moi, que les étonnements qu'on a pu avoir au cinéma ou en littérature. On a été très étonnés par The Shield, on a été étonnés par Breaking Bad, par Dexter, par toutes ces choses-là. Et on s'est dit que c'était amusant finalement, parce que ce plaisir qu'on a en tant que téléspectateur de retrouver un héros toutes les semaines, de le laisser dans une situation inextricable à la toute fin de l'épisode, et en se demandant comment il va s'en sortir dans l'épisode suivant, c'est finalement exactement ce qui se passait au XIXe siècle, quand la littérature populaire était publiée sous forme de feuilleton dans la presse, parce qu'à l'époque les livres de poche n'existaient pas, hein. Les livres de poche, ils existent que depuis les années 40. Et donc on s'est dit, la littérature a déserté ça. Elle a laissé la place à la télévision, à cette espèce de plaisir de retrouver un héros, non pas une fois par an comme avec Harry Potter ou Millennium, mais le plus souvent possible. Donc on s'est demandé si c'était possible aujourd'hui de refaire ça. Et vous l'avez fait, donc voilà. Un pont entre le passé avec la tradition du roman populaire, un pont entre amis, puisque c'est un ami d'enfance avec lequel vous avez fait ce livre. On peut dire aussi un pont tourné vers l'avenir, puisqu'il y a les nouvelles technologies qui sont avec ce livre. Vous nous invitez à dépasser la lecture simple et prolonger cela autrement. Oui, alors c'est pas une obligation, on peut lire ce livre comme un livre traditionnel, mais on peut aussi prolonger l'expérience en allant télécharger sur Internet des musiques qu'on a composées et qui chacune illustrent un chapitre bien particulier du roman. C'est-à-dire que quand vous lisez le roman, il y a il y a des petits rappels qui vous disent voilà, il faut écouter tel morceau à tel endroit. Soit vous le faites en téléchargeant le morceau sur Internet, soit si vous avez un smartphone, il y a des petits flashcodes qui vous permettent de lancer directement le morceau. Et voilà, pour nous, c'était une autre façon aussi de faire un clin d'œil, évidemment, à la télévision. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, quand vous regardez une série télé, les images, elles vous sont imposées évidemment par le choix du réalisateur, par le choix du directeur de la photographie, etc. Alors que le gros avantage en littérature, c'est que chaque lecteur se construit lui-même les images à partir des mots qu'il lit dans chaque chapitre. Et la musique, pour nous, sert de support à cet imaginaire, c'est-à-dire qu'il ne vient pas bloquer, mais au contraire, il vient favoriser. C'est amusant parce qu'on va sûrement en parler, mais le thème de Sérum, c'est l'hypnose. En grande partie, ça tourne beaucoup autour de l'hypnose. Et l'hypnose a parfois une image un peu négative, où on a peur d'une espèce de manipulation et on pense que les gens sont endormis et pas du tout maîtres de ce qu'ils font. C'est pas vrai du tout. L'hypnose, c'est un état dans lequel le cerveau se concentre exclusivement sur un seul point précis et réussit à se débarrasser de tout le reste.
Et moi, je trouve, et avec Fabrice, on trouve qu'il y a un lien très fort avec la lecture. La lecture, c'est un moment privilégié, c'est peut-être même un des derniers moments, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, où on est seul, concentré sur une seule chose, le livre. On peut se mettre dans un coin, parfois on peut lire dans un café, et s'il y a du bruit autour, c'est pas grave. On est à fond dans sa lecture. Il ne se passe plus qu'une seule chose, c'est ce lien qu'il y a entre l'écrivain et le lecteur. Et la musique permet ça. C'est-à-dire que la musique, pour moi, contribue à sacraliser ce moment privilégié qu'est la lecture. Voilà. Mais avec ce roman-série, finalement, c'est un pont aussi entre toutes vos passions. Alors, parce qu'il y a la passion d'écrire, mais également la passion de la musique. Parce que vous composez de la musique, vous écrivez également des chansons. Donc finalement, vous faites un peu l'alchimie de toutes vos passions à travers cette série. Oui, absolument. Je vais même vous faire une confidence. Mon rêve ultime, je ne sais pas si j'arriverai à le concrétiser un jour, parce que je ne suis pas sûr d'être dans le bon pays pour faire ça, mais mon rêve ultime, c'est quand même de faire un jour une comédie musicale. Voilà. Depuis que je suis tout petit, bercé par les comédies musicales. Mon papa me faisait voir tous les films de Stanley Donen quand j'étais petit. Il m'a emmené à Londres, parce que Broadway c'était un peu loin, mais il m'a emmené à Londres voir les comédies musicales. Et j'ai un vrai amour pour, justement, ce que j'aime beaucoup dans la comédie musicale, c'est que j'ai l'impression que c'est l'art qui synthétise le mieux tout ce que les différents arts peuvent m'apporter. C'est-à-dire qu'on a à la fois la magie de l'histoire et donc du livre, puisque une comédie musicale, ça raconte une histoire. On a la musique et on a aussi l'instantanéité de la représentation qu'on a au théâtre. C'est-à-dire que voilà, ces trois choses-là sont réunies en une seule et ça me plaît beaucoup. Donc avec le livre, on a essayé au moins de faire ça, c'est-à-dire de réunir en tout cas l'écrit et la musique. Et oui, c'est vrai. Enfin, je fais de la musique. J'ai toujours fait les deux. C'est-à-dire que j'ai jamais été capable de dire si j'avais envie d'être écrivain ou musicien. Et du coup, plutôt que de choisir, j'ai continué à faire les deux. Ouais. Alors, on est parti à Londres avec l'ambiance des comédies musicales. Vous connaissez bien l'Angleterre. Vous avez été professeur de français à Canterbury. Vous avez baigné dans la culture anglaise, je dirais. C'est bien connu, chez les anglo-saxons, il y a peut-être une imagination qui est plus grande, plus développée que chez nous, les francophones. Alors, faire appel justement aux nouvelles technologies, est-ce que c'est pas un peu pour nous réveiller, nous réanimer, nous donner un peu votre sérum, justement, pour nous ouvrir à l'imagination qui vient peut-être pas spontanément chez les lecteurs francophones? Vous êtes un peu dur avec les lecteurs francophones. C'est une question, je mets un point d'interrogation. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Europe est un vieux continent dans lequel chaque millimètre carré de terrain est connu par cœur, a été visité 2000 fois, et la place pour l'imagination est beaucoup plus difficile. On connaît tellement bien notre territoire depuis de tellement nombreuses années que voilà, l'inconnu, le mystère est plus difficile. C'est sûr que dans des pays plus jeunes, comme par exemple les États-Unis, on arrive plus facilement à imaginer que dans un petit village paumé du Maine, il puisse y avoir de la place pour du merveilleux. Voilà. C'est peut-être en ce sens-là que les auteurs américains ont eu un imaginaire un peu plus débridé dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais il ne faut pas oublier que ces auteurs-là, ils viennent de Rabelais, ils viennent de Dumas, ils viennent de... Un jour, j'avais, en tant que journaliste, parce que j'ai été journaliste dans une autre vie, j'avais interviewé un auteur américain qui s'appelle Terry Brooks, qui est un très très grand auteur de littérature fantastique, d'heroic fantasy plus précisément, et je lui ai demandé quelles étaient ses influences, et je m'attendais à ce qu'il me réponde Tolkien. Et il m'a répondu Alexandre Dumas, et ça m'a fait très plaisir, et je pense que c'est tout à fait vrai. Voilà. Mais oui, on a essayé, en tout cas, on s'est sincèrement dit qu'il fallait qu'on puisse assumer le plus possible un imaginaire débridé, ne pas avoir honte de dire que ce livre fait un pont entre deux médias qui sont l'écriture et la télévision. La télévision, c'est pas sale. Moi, je trouve qu'une série comme Doctor House, c'est magnifiquement bien écrit et qu'il n'y a pas beaucoup de scénaristes en France qui seraient capables d'écrire aussi bien. Donc on a souvent tendance à hiérarchiser, vous savez, les médias et à dire que bon, la littérature, c'est quand même un petit peu mieux que la télévision. Et la télévision, on a toujours un peu peur de laisser nos enfants la regarder. Non, parfois, il y a des choses très très bien faites à la télévision, très très bien écrites. Et il n'y a pas de honte à ce qu'il puisse y avoir une médiation entre ces différentes choses. Donc c'est
peut-être une démarche un peu américaine, vous avez raison, que d'assumer comme ça pleinement saison 1, épisode 2, saison... Voilà, d'autant plus que ça se pas. passe aux États-Unis, à New York. Alors, Henry Lovenbroek, on l'a bien compris, il y a l'interaction entre vous, les lecteurs, vos différentes passions. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez cité, vous avez été journaliste, vous venez de la science-fiction, qu'est-ce qui a été le moment, le déclic où vous vous êtes dit, l'écriture, ça va être mon métier, ou du moins mon jeu principal? Quand est-ce que vous vous êtes dit, je vais vouloir en faire un métier et en vivre? Est-ce qu'il y a un moment donné dans votre vie où c'est devenu une évidence? C'est amusant que vous me posiez cette question parce que c'est à cause de Fabrice Mazard, qui est donc mon co-auteur sur Sérum. On était ensemble au collège, dans le 12e arrondissement à Paris. Et moi, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis tout petit, avant même de lire et d'aimer lire des livres, j'écrivais déjà aux grandes dames de ma mère, parce que j'écrivais des histoires horribles avec des gens qui se faisaient découper en morceaux, etc. Et ça, ma maman était très inquiète. Un jour, elle m'a même emmené voir un pédopsychiatre qui lui a dit « Mais non, mais laissez-le, c'est normal, il n'y a pas de problème. » Tant qu'il le couche A priori, il deviendra écrivain et pas serial killer. Et puis, mais j'écrivais dans mon coin et jamais je m'étais posé cette question. Jamais j'avais pensé à ça en tant que métier. D'abord parce que voilà, c'est une question qui n'avait pas de sens à cet âge-là pour moi. Et un jour, Fabrice, qui est vraiment mon ami le plus proche, comme un frère. Voilà, j'ai pas de frère et je pense que j'ai fait un transfert et que ce garçon est devenu mon frère. Avec l'avantage qu'en plus je l'ai choisi, ce qui est parfois avantageux. Quand j'avais 14 ans, un jour, il est allé chez moi et j'étais pas là. Et je suis arrivé chez moi 2 heures après lui. Et il était dans ma chambre, il avait fouillé dans mes affaires et il avait lu 2-3 nouvelles que j'avais écrites. Et il m'a juste dit cette phrase, il m'a dit « Henri, tu seras écrivain. C'est tout. » Et il n'en a jamais reparlé. Il m'a dit « C'est pas terrible ce que tu fais. Tes histoires, elles sont pas terribles, mais tu seras écrivain. » Et le fait que lui y croit et que lui me le dise, je pense que c'est ce moment-là où je me suis mis moi à y croire. C'est-à-dire que je m'étais peut-être même pas posé la question avant. Donc c'est très amusant que 26 ans plus tard, on se soit retrouvés pour écrire ensemble. Alors, à travers vos différents livres, vos différents romans, vos personnages témoignent d'une belle humanité, d'une grande émotion, certains de fragilité. Est-ce dû au fait qu'à un moment donné, le jeu de la vie vous a mis un peu KO, vous a mis hors jeu, qui fait que vos personnages en général vont à l'essentiel, ou en tout cas nous montrent leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs émotions? Ce qui est certain, c'est que je me rends compte toujours, a posteriori, que chacun des livres que j'ai écrits illustre les moments de la vie que je traverse au moment où je les écris. Je pense que mon livre le plus cynique est celui que j'ai écrit pendant que je divorçais. Mon livre le plus introspectif est celui que j'ai écrit après avoir eu un accident de moto et être resté dans une chaise roulante pendant quelques jours. Voilà, oui, donc on s'enrichit forcément des expériences qu'on a. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait dans cette salle un seul être humain qui n'a pas traversé des drames et des joies. Et forcément, ça nous nourrit. Ce qui est sûr, c'est que je dis souvent, moi j'ai souvent des jeunes auteurs qui viennent me voir, vous savez, qui ont 17, 18, 20 ans et qui me disent, voilà, j'écris, j'ai un peu du mal, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois je leur réponds, vous savez, vous êtes à un âge où vous changez tellement vite. Moi je me souviens très très bien, quand j'avais 18 ans, les livres que j'écrivais, je dépassais rarement le chapitre 3, parce que quand j'arrivais au chapitre 3, j'avais déjà tellement changé humainement par rapport au garçon qui, 2 mois plus tôt, avait écrit le chapitre 1, que je trouvais ça nul et que je recommençais. Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'on change, jusqu'à 25 ans, on change très très vite. On apprend beaucoup de choses et on traverse les choses beaucoup plus rapidement. Il faut une certaine maturité, je pense, non pas pour écrire, on peut écrire à n'importe quel âge, mais pour être satisfait de ce qu'on écrit, il faut une certaine maturité. Et voilà, tout ce qu'on vit enrichit évidemment l'écriture. Mais ça, c'est des questions qu'on se pose a posteriori. Vous savez, c'est souvent les journalistes qui me font prendre conscience de ce qu'il peut y avoir de sous-latent dans un texte. Un jour, un journaliste m'a fait prendre conscience d'un truc hallucinant. Il a trouvé un point commun entre mes 8 premiers romans auxquels j'avais moi-même pas songé.
Voilà. Est-ce qu'être écrivain, alors, c'est en quelque sorte être parfois amnésique face à la page blanche quand vous allez vous mettre à écrire et que le sérum de vérité va venir de vos lecteurs, ou lorsque vous rencontrez des journalistes qui vous posent justement des questions et qui tout d'un coup vous donnent peut-être des réponses que vous ne connaissiez pas? Il y a une part d'inconscient dans l'écriture, c'est sûr. Il y a un phénomène que tous les écrivains connaissent, qui est assez étonnant, c'est que parfois vous êtes bloqué dans un livre, vous avez l'idée de votre bouquin, vous commencez un peu à réfléchir à comment vous allez le faire, et puis vous arrivez à un blocage, une scène, voilà, un twist dont vous ne savez pas comment vous allez le tourner, et puis vous cherchez pendant des semaines, des jours, des semaines, parfois des mois, et vous ne trouvez pas, c'est compliqué, etc. Et puis un matin, vous vous réveillez et l'idée, elle est là. Et vous avez l'impression qu'en une nuit, vous avez trouvé la solution miracle. Alors en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que c'est évidemment pas, il n'y a pas de miracle pendant la nuit. Hein. C'est que votre cerveau tourne en espèce de tâche de fond pendant des semaines et des semaines, et que l'histoire, elle se construit presque malgré vous. Stephen King, dans son livre sur l'écriture, a utilisé une image que je trouve assez juste. Il dit que quand il écrit un roman, il a l'impression d'être un archéologue qui, avec un petit pinceau, enlève la poussière autour de cette relique qu'il essaye de déterrer pour la restituer le mieux possible à son lectorat. Et c'est vrai, l'idée, on a souvent l'impression quand on est écrivain que l'idée, elle est déjà là, et que notre boulot, c'est pas de la créer, mais de la restituer le mieux possible. Comme on va devoir essayer de restituer dans Sérum, épisode numéro 1, ce qui s'est passé avec juste un bip de parking, un peu de peinture sur la main, et c'est comme ça que démarre le premier mystère que le lecteur va devoir un peu découvrir au fil des pages. Oui, il va y avoir d'autres indices, mais je ne peux pas vous dire lesquels tout de suite. Parce que c'est une série. Mais oui, alors je peux peut-être un peu résumer pour les gens qui ne l'ont pas lu. L'idée de Sérum, c'est l'histoire d'un psychiatre à Brooklyn qui travaille essentiellement par l'hypnose, qui fait de la thérapie par l'hypnose, et qui un jour rencontre un neurophysiologiste un petit peu farfelu, qui a mis au point un sérum qui permet d'améliorer l'induction hypnotique, c'est-à-dire avec une petite piqûre dans le patient, ça permet d'atteindre des couches plus profondes du subconscient de ces patients. Seul problème, le sérum est un petit peu dangereux, c'est-à-dire que si on en utilise trop, ça a des effets secondaires fortement indésirables. Et donc, il peut se limiter exclusivement à des séances. Voilà, la dose qu'il peut injecter à ses patients permet de faire des séances de 7 minutes, pas plus. Donc, en gros, il a à chaque fois 7 minutes pour aller le plus loin possible au fond de ces séances d'hypnose. Et donc, la saison 1 raconte l'histoire d'une patiente de ce psychiatre, qui est un cas très particulier. Cette femme reçoit une balle en pleine tête dans un parc de Brooklyn, perd la mémoire, et avec l'aide de ce psychiatre et d'une femme flic, elle va essayer de reconstruire ses souvenirs par le biais de l'hypnose, donc. Sauf que petit à petit, on découvre dans ses souvenirs des choses très étonnantes, des choses qui expliquent peut-être qu'on lui a tiré dessus, et surtout des choses qui ne se sont pas encore déroulées et qui vont se dérouler et qui petit à petit se déroulent sous les yeux stupéfaits du psychiatre et de la fliquette. Alors, on est très vite tenté de penser qu'il y a une explication fantastique là-dessous, mais non, je vous rassure, c'est tout à fait rationnel. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi non plus, parce que sinon, je serais obligé d'empoisonner vos boissons. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que c'est sous forme de feuilleton, roman, série, on l'a dit en début de rencontre. Et c'est vrai qu'une fois qu'on débute la lecture du premier épisode, et bien comme les feuilletons à la télévision, on a envie de connaître l'épisode suivant. Alors il y aura 3 saisons. Chaque saison, il y a 6 épisodes. Sont déjà parus 2 épisodes. Donc le cycle, c'est un épisode par mois. Et cet été, vous partez en vacances parce qu'il n'y en aura pas d'épisode? Le rythme, c'est un épisode par mois, mais il n'y en a pas en juillet et en août, effectivement. Alors, pas parce qu'on part en vacances, parce que, comme vous le savez, les livres, on les finit un peu avant qu'ils paraissent, quand même. Mais parce que, traditionnellement, dans les maisons d'édition, on a tendance à pas publier de bouquins au mois de juillet, au mois d'août, ou alors vraiment à la fin août. Et puis aussi parce qu'effectivement, on avait besoin de se reposer un peu. C'est énormément de travail, parce qu'il n'y a pas que les livres à écrire, mais il y a aussi la musique à composer. Et ça crée une espèce de dynamique comme ça qui est intéressante. C'est un système d'écriture complètement différent de ce que je peux faire d'habitude, avec aussi la participation des lecteurs. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, encore une fois, la technologie nous permet d'être en contact permanent avec les fans durs de la série.
Là, ils sont quelques milliers sur le site internet et puis sur Facebook, quasiment 1000 là, à nous dire voilà, on a aimé ça, ça on n'a pas aimé. Mais est-ce qu'on peut encore intervenir, nous lecteurs, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut devenir un personnage, à essayer de vous influencer, ou les synopsis les synopsis sont faits. Ça, c'était la grande règle qu'on s'est imposée avec Fabrice. Justement, dans ces séries télévisées qu'on aime beaucoup, on a parfois des reproches à faire qui sont que les scénaristes, on sent bien qu'ils n'avaient pas forcément prévu la fin exactement dès le début et que petit à petit, il y a certaines portes qu'ils ont ouvertes et qu'ils oublient de refermer parce que ça ne marche plus. C'était le cas de Lost, par exemple, qui est une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, moi j'ai trouvé que les 3 premières saisons étaient extraordinaires et qu'à la fin, on finissait par plus trop s'y retrouver et on avait l'impression que les scénaristes étaient un peu partis à l'aveugle. On n'a pas du tout... on voulait absolument pas faire ça avec Fabrice et donc on a décidé de n'écrire l'épisode 1 que quand on était sûr de savoir comment se terminerait la 3e saison. En revanche, dans les sous-intrigues, il est possible qu'un jour on soit influencé par les réactions des lecteurs, non pas par un lecteur qui nous dirait « Ouah, ça serait vachement bien s'il se passait ça », mais si en revanche trop de lecteurs devinent ce qui va se passer avec tel ou tel personnage, on sera bien obligé de les surprendre et peut-être de modifier. Mais ça, c'est très drôle. Et c'était exactement comme ça que ça se passait pour les romans feuilletons. Je raconte souvent l'anecdote très amusante de Rocambole. L'auteur de Rocambole avait tellement... il publiait un nouveau chapitre de son feuilleton toutes les semaines dans la presse. Et il avait tellement de personnages que pour se souvenir des personnages, il avait chez lui un échiquier et en dessous de chaque pièce d'échec, il écrivait le nom du personnage. Et quand l'un des personnages mourait, il renversait la pièce d'échec. Et un jour, il revient chez lui et la femme de ménage a redressé tous les pions d'échecs et enlevé tous les petits papiers pour nettoyer l'échiquier. Du coup, du jour au lendemain, l'auteur a évidemment oublié qui était mort et qui n'était pas mort. À l'époque, on ne travaillait pas avec des ordinateurs, donc il ne pouvait pas faire un chercher facilement sur les années et les années de publication qu'il avait derrière lui. Et du coup, il s'est dit, bon, tant pis. Et des personnages se sont mis à réapparaître qui étaient pourtant morts depuis 2-3 ans. Et voilà, d'où l'expression rocambolesque. Il y a une espèce d'instantanéité, moi, qui me plaît beaucoup dans l'écriture du feuilleton. Ouais. Sauf que maintenant, je vous garantis que les personnages qui meurent ne reviendront pas, ou alors en très mauvaise santé. J'allais vous demander, Henri Lovenbroek, est-ce que vous avez remplacé les personnages par des montres cassées? Parce que paraît-il, vous collectionnez les montres cassées. Alors, est-ce que vous collectionnez casser les montres de vos personnages? Pas dans celui-là, non. Dans le syndrome Copernic, je l'ai fait, oui, mais pas dans ce roman-là. Oui, je collectionne les montres cassées. À la base, je collectionnais les montres. J'ai une espèce de fascination pour le temps, ou en tout cas de rapport assez complexe au temps. J'ai un Peter Pan tatoué sur l'épaule gauche qui, je crois, d'un point de vue psychologique, explique 2-3 trucs. Et puis un jour, j'ai eu cet accident de moto assez grave dont je vous parlais tout à l'heure. Et pendant mon accident de moto, ma montre s'est cassée et s'est arrêtée, évidemment, à l'heure précise de l'accident, qui était un accident suffisamment grave pour que je me dise que à cette heure-là, j'aurais pu passer du mauvais côté du miroir. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, les infirmiers ont voulu m'enlever ma montre en disant, bon, vous savez, elle est complètement cassée. J'aurais dit, non, je veux la garder absolument. Et voilà, et depuis, je collectionne les montres cassées avec cette espèce de, probablement, d'impression que c'est un moyen de lutter contre la fatalité que de casser une montre. Alors, je collectionne pas n'importe quelle montre cassée, je collectionne les montres cassées quand on m'explique comment elle a été cassée. Et le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'était pour mes 35 ans. Tous mes amis se sont réunis et ces imbéciles ont acheté une très très belle montre. Et ils l'ont posée au milieu de la table, ils ont pris un marteau et ils l'ont cassée devant moi, en disant, au moins tu te souviendras comment celle-là a été cassée. Voilà, et je crois que maintenant, on va passer au temps des signatures et pour encore lui poser des questions en aparté. En tout cas, Henri Lovenbroek, merci d'avoir été parmi nous cet après-midi, de nous avoir témoigné tant d'humanité, d'affection et d'émotion, qu'on le retrouve dans tous vos différents livres qui sont sur le piano. Et donc, sinon, pour ceux qui veulent vous retrouver, demain, à la Mer du Nord, vous serez également présent pour présenter également vos livres chez Filigrane, qui désormais a son pied-à-terre à la Mer du Nord. Donc si vous voulez faire un petit tour à la Mer du Nord demain à 11h30 chez Filigrane à la Mer du Nord, Henri Lovenbroek sera là pour vous accueillir. Merci. Merci.